Bonsoir tout le monde. Alors je suis bien consciente que 19 h c'est probablement la pire heure pour vous pour un live. Je sais que vous pourrez regarder le replay tranquillement. La dernière fois, il y avait tellement eu de questions pour Thérèse Argot qu'on s'est dit il faudrait faire un autre live et un live qui dure un peu plus longtemps. Donc on va essayer de ce soir se faire peut-être 30 à 40 minutes pour toutes les questions que vous lui avez envoyées ou que vous m'avez envoyées. Euh, pour vous dire la vérité, le live de 30 à 45 minutes, moi je kiffe. Le seul truc, c'est que je me dis toujours, comme ma spécialité c'est d'aller faire pipi tout le temps, bah là il faut que je tienne 45 minutes sans faire pipi. Non, je rigole, je vais quand même m'en sortir 45 minutes. En fait, la dernière fois qu'on a fait un live avec Thérèse, elle a abordé plusieurs sujets, mais il y avait encore tellement de questions. Et c'est tellement un sujet tellement sensible. On a l'impression qu'on est archi libre, tout le monde en parle comme ça sans problème, alors qu'en vérité, quand on discute un peu avec les gens, on voit qu'il y a quand même des tensions dans ce domaine-là. C'est toujours un domaine, c'est pas tout gagné d'avance, c'est facile et tout. Donc j'attends que Thérèse nous rejoigne pour le live. Moi, les questions que j'ai reçues, je lui ai déjà envoyées. C'était surtout des femmes qui disaient comment on fait quand on a une perte de désir énorme dans notre couple, alors qu'on aime quand même notre conjoint, mais que voilà, il n'y a plus de désir. Et les autres questions concernaient comment on parle à nos enfants, parce que très tôt, ils sont confrontés à plein de trucs. Ils entendent plein de trucs à l'école, ils voient des images que nous, quand nous on était enfants, pour voir ce genre d'image, il fallait vraiment chercher. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facilement sous les yeux de tout le monde. Donc, je lui ai posé aussi cette question. Comment est-ce qu'on en parle à ses enfants, vu que c'est son travail et qu'elle est tout le temps en train de parler aux collégiens. Je me dis que c'est juste trop top. En fait, je vais poser mon papier. Je me dis que c'est juste une personne trop, trop, trop géniale pour nous parler de ces sujets-là. Yes! Coucou, alors, Oh, salut, Thérèse, ça va? t'es tellement classe. Je me suis dit, allez, un mercredi, on sera toutes les deux à ressembler à rien. Pas du tout, j'en ressemble à rien, c'est ça y est ma journée. Trop contente de te voir en tout cas, c'est chouette. Moi aussi, trop contente de te voir. Je disais que les deux questions principales que j'allais te poser, que je t'avais déjà envoyées, c'était celles que je recevais souvent. Donc, manque de désir, alors qu'on aime quand même nos conjoints, et comment on parle aux enfants d'amour et sexualité avec tout ce qui leur est balancé dans la tête dès leur plus jeune âge. Donc, Ok, on y va? voilà. Par quoi? Ce que tu veux. euh, hmm, Peut-être qu'on peut commencer par comment parler d'amour et de sexualité à ses enfants parce que finalement c'est un sujet dont on parle peu. En tant que parent, on pense souvent que à un moment donné, il va falloir donner un discours sur l'amour et la sexualité à ses enfants. Et on se dit, bon, quand est-ce que c'est le bon moment? Peut-être que c'est au moment de la puberté, quand ma fille a ses premières règles. Là, il dit, bon, il faut qu'on parle. Ou alors, je pense toujours à ce moment où la femme dit à son mari, allez, il faut que tu ailles parler à ton fils, là, il est grand, il faut que tu ailles lui parler de sexualité, c'est ton job, c'est ton garçon, c'est entre mecs que vous devez parler de ça. Et là, tu as le papa qui monte dans la chambre à coucher du fils en disant, faut qu'on parle, c'est le truc hyper sérieux, hyper stressant. Tu dis, mince, qu'est-ce que mon père va me dire ou qu'est-ce que je vais entendre. Bon, bref, on a l'impression que parler d'amour et de sexualité à son enfant, c'est un discours qu'il faudrait donner. Et la chose que je voudrais vous partager ce soir dans ce live, c'est de vous dire qu'en fait, 90%, je suis sympa, je pourrais peut-être dire même 95 ou 99% des messages sur l'amour et la sexualité que vos enfants vont comprendre de votre part viennent du langage non verbal. C'est pas toi en fonction de ce que vous allez dire, c'est dans la façon dont vous allez transmettre les choses au niveau émotionnel et corporel. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Parce que nos enfants, ils comprennent plein de messages sur l'amour et la sexualité dans des choses qu'ils perçoivent, mais qui ne sont pas des mots qu'on dit. Très concrètement, on change la couche d'un enfant. Eh ben, vous allez dire, changer la couche d'un enfant n'a aucun intérêt en soi. Attendez, je vois que j'ai une batterie. Et donc, on a l'impression que c'est une bête tâche, quoi. Eh ben non, la façon dont vous changez la couche de votre bébé, vous allez lui envoyer plein de messages sur son rapport au corps et à la sexualité. Si quand vous changez la couche de votre bébé, vous dites ah c'est dégoûtant, ça pue, bah, vous montrez des gestes de dégoût, l'enfant il va se dire cette partie-là de mon corps, elle est dégoûtante, elle est sale, elle est pas belle. Et ça, il va l'enregistrer très profondément. Donc, il va avoir un rapport avec son corps en disant ça, c'est sale. Si
On s'exclame, oh mon Dieu, comme t'es merveilleux! Et on en rajoute des tonnes sur son petit zizi. Bon, là aussi, il va se dire, dis donc, cette partie-là, elle est drôlement intéressante. Apparemment, elle éveille beaucoup d'intérêt pour ma mère, pour mon père, etc. Bon, là aussi, c'est un petit peu étrange. On peut aussi laver cette partie-là du corps avec respect, avec soin, sans en faire des tonnes dans un sens ou dans un autre. Et là, on va envoyer un message à son enfant. La façon dont on change la couche d'un bébé, c'est là que ça se passe. C'est pas dans le grand discours que vous avez donné sur l'amour et la sexualité quand il a 18 ans en disant vraiment la sexualité c'est quelque chose de beau, fais attention mon fils. Ouais, mais si depuis le début tu n'as pas pris soin de son corps, que la façon dont tu as donné ses soins du quotidien avec des intérêts ou quoi, il va pas comprendre ce message-là. Je sais pas si vous voyez bien que ça s'enregistre tout petit, tout petit. Et les messages qu'on reçoit tout petit, c'est ceux qu'on garde le plus au fond de nous. Donc c'est le plus important, c'est quand ils sont petits. De la même façon, les enfants vont recevoir plein de messages par rapport à l'exemple qu'on est. Bah, forcément. Le premier exemple d'amour, c'est celui que les parents se donnent, d'accord, de couple. Donc, on arrive tous dans la relation avec une idée du couple en fonction du couple de ses parents. Si papa et maman se disputent tout le temps, si papa et maman ne se manifestent pas des gestes de tendresse, si papa et maman ne se parlent pas, forcément, je vais recevoir tout un tas de messages par rapport à l'amour et à la sexualité. Inversement, si je vois que mes parents sont complices, il y a de l'humour entre eux, il y a de la joie, il y a du dialogue, etc., ça va m'envoyer aussi des messages. Donc, par notre exemple, par ce que nous sommes, nous envoyons aussi un tas de messages à nos enfants. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est quand même très, très important. Je suis même pas en train de charger mon portable. Parce que il faut bien comprendre que ça se joue à cet endroit-là. Si on croit que c'est un beau discours, on passe complètement à côté des choses. Et donc, un moment aussi, ce qui va se passer, c'est qu'il se pourrait que les discours qu'on envoie à nos enfants ne sont pas en cohérence avec ce qu'ils ont ressenti. Par exemple, on peut se dire en tant que parent, tu sais vraiment, la sexualité, c'est quelque chose de beau, il faut vraiment vivre ça dans le respect, etc. Mais toi, dans ta vie de femme, tu n'as pas vécu ça dans la joie. Tu n'as pas vécu ça dans du beau. Pour toi, c'était une souffrance. C'est comme si, avec des mots, tu dis c'est beau, mais tout ton corps, il dit le contraire. Et c'est ce qu'on appelle un langage paradoxal. Ça veut dire qu'on dit tout et son contraire. Et ça, l'enfant, il est paumé là-dedans. Bref, morale de l'histoire. Comment est-ce qu'on parle d'amour et de sexualité à son enfant? Eh bien, beaucoup par du langage non verbal. Et donc, de faire attention à c'est quoi mon rapport à la sexualité? C'est quoi mon rapport à l'amour? Et donc, en fonction de ma façon de vivre ma sexualité, en fonction de ma façon de vivre mes amours, c'est ça le message que j'envoie à mon enfant. C'est vraiment la base de le comprendre. Tu me suis, Priscille, quand je dis ça? Ah oui, c'est génial. Et donc, c'est beaucoup dans quelque chose. Parce qu'il faut bien comprendre, hein, nous, en tant que parents, on n'a pas le même rôle auprès de nos enfants que, par exemple, moi, j'interviens beaucoup en milieu scolaire. Donc, quand j'interviens en milieu scolaire, je suis l'intervenante qui vient parler d'amour et de sexualité. Et là, je donne un discours. C'est ce qu'on attend de moi. Mais en tant que maman, parce que j'ai aussi 3 enfants, je ne fais pas des conférences à mes enfants sur l'amour et la sexualité du tout. D'ailleurs, j'ai jamais rien fait à ce niveau-là. Et donc, forcément, là, je suis maman. Là, c'est par ma façon au quotidien de les embrasser, de les encourager, d'être présente pour eux. Je leur envoie des messages autres qu'un joli discours sur l'amour et la sexualité. Vous voyez? Donc ça, c'est une première chose à comprendre en tant que parent. Ça te parle? C'est super. Ah, ça me parle énormément. Après, une fois qu'on comprend ça, bien sûr qu'il y a évidemment des petites questions qu'on peut se poser, que les enfants peuvent nous poser, des réponses qu'on peut donner. Alors déjà, je veux rassurer tous les parents qui nous écoutent, c'est pas grave si vous n'avez pas les réponses aux questions de vos enfants. On vous demande pas d'être diplômé en sexologie ou en, je sais pas, en amourologie pour expliquer quelque chose à vos enfants. Vous avez le droit de dire, je sais pas. Par exemple, tout à l'heure, il y a une question qui m'a été posée sur les réseaux en vue de ce live. Qu'est-ce qu'il faut dire à son enfant par rapport à la petite érection du matin qu'il peut avoir? Alors ça, je peux bien imaginer que beaucoup de parents sont un peu désemparés. C'est trop bizarre. Mon petit garçon, même s'il a 3, 4, 5 ans, il a des petites érections matinales. Il dit, mon si, c'est tout dur. Et là, je ne sais pas très bien quoi faire. Bon, vous inquiétez pas si vous ne savez pas quoi faire. Vous faites bien poser la question à quelqu'un comme moi ou d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Et vous pouvez prendre le temps de la réflexion pour après revenir vers votre enfant. Ok? Zéro souci, aucune pression. On ne vous demande pas d'avoir un beau discours et de tout savoir sur tout. D'accord? Par contre, par exemple, sur cette histoire d'érection matinale, parce que la question a été posée, on peut dire à son enfant qu'en fait, quand le sexe est au repos, parce qu'on a bien dormi, parce qu'on s'est bien reposé, eh bien, le sexe est dur. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, le petit zizi, il est dur, mais parce que tu as bien dormi et que tu es reposé. Donc, l'état du sexe masculin au repos, c'est un état en érection. Et là, toutes les femmes qui m'écoutaient, c'est pour ça que si votre mari
est stressé, est angoissé, C'est fou. a des soucis, se met la pression, ça ne marche plus. Il n'arrive pas à avoir d'érection. La pire émotion pour un homme, pour la sexualité, c'est la peur ou l'insécurité ou le stress. Parce que ça empêche en fait d'avoir cette érection-là. Quand il est détendu, quand il se sent en confiance, quand il est reposé, quand il se sent bien, hop, il y a une érection. Donc le sexe masculin au repos, c'est un sexe en érection. Trop chouette. C'est pour ça l'érection du matin chez les hommes aussi. C'est pas parce qu'ils ont fait des rêves érotiques et qu'ils vous ont trompé pendant la nuit ou je ne sais quoi. Arrêtez d'imaginer les choses. C'est juste qu'il est reposé, votre homme. C'est trop bien. Et donc voilà. Donc il y a des petites questions comme ça que les enfants peuvent poser et à vous de trouver aussi les réponses. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même plein d'endroits où vous pouvez trouver des réponses, etc. Donc n'hésitez pas à dire à votre enfant, c'est une bonne question, je reviens vers toi et je te réponds bientôt, on en reparle. Et vous pouvez prendre des petits livres aussi pour en parler, etc. Donc là-dessus, quand il y a des questions plus concrètes, n'hésitez pas à vous faire aider. Mais sachez que c'est pas vraiment là que ça se joue. Le plus grand challenge, c'est comment est-ce que vous l'embrassez, comment vous le valorisez avec des mots, comment vous êtes présente pour lui, comment est-ce qu'il ressent votre amour. C'est ça qui va enregistrer. Et c'est ça qui va le marquer pour toute sa vie. Est-ce que votre enfant se sent aimé de vous? Donc, quelque part, c'est hyper encourageant parce que tu as beaucoup parlé de comment les parents s'aiment devant les enfants, mais s'il y a un papa ou une maman solo, ça peut se jouer dans comment nous, on câline en tant que parents solo l'enfant. Si on est un parent solo, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on ne demande pas de nouveau. Les enfants n'ont pas du tout besoin d'avoir des parents parfaits. Par contre, ce qu'ils aiment, c'est l'intégrité et la cohérence, la vérité. Donc, on peut très bien expliquer à ses enfants que voilà, la vie fait que aujourd'hui on est seul avec eux, mais que à un moment s'ils ont été là, peut-être qu'on a aimé, on peut raconter leur histoire aussi d'amour. Il y a eu une histoire peut-être d'amour, donc ça on peut leur en parler. Et puis c'est pas parce qu'ils sont élevés sans avoir un modèle de couple que forcément ils vont être en difficulté dans leur vie de couple. Pas du tout. Hein. L'idée c'est pas d'être dans une irréprochabilité. C'est vraiment de voir que notre façon de vivre notre vie influence considérablement nos enfants, forcément. C'est tout bête ce que je vous dis là. Mais aussi, donc à la fois dans ce qu'on va vivre dans le couple, mais ce qui est très important, c'est la façon dont ton enfant aussi se sent aimé de toi. Donc je reviens aussi là-dessus. Nous, en tant que parents, quand on dit comment parler d'amour et de sexualité à ses enfants, etc., mais comment est-ce qu'on va les équiper dans la vie? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour tous les parents qui nous écoutent. Nos enfants, ils ont besoin d'une seule chose pour vivre une belle vie sexuelle. Une vie sexuelle épanouie, une vie amoureuse qui soit heureuse, qui soit joyeuse, ils ont besoin d'une chose, c'est de se sentir aimé. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement, vous aimez vos enfants et donc ça, vous savez faire. Donc, c'est cool. On vous demande juste de faire ce que vous savez faire. Aimer vos enfants. Aimer son enfant, mais qu'il ressente cet amour-là. On a déjà parlé ici sur ce compte des 5 langages de l'amour. Ça va aussi pour les enfants. Hein. Donc, comment est-ce que je vais montrer à mon enfant que je l'aime par des gestes de tendresse, par des paroles valorisantes, par des moments de qualité passés ensemble, par des services que je vais lui rendre, etc., ou des petits cadeaux. Donc, mais qu'il ressente émotionnellement et charnellement votre amour. Plus un enfant se sent aimé, plus il a du coup cette confiance aussi en lui qui fait qu'il va avoir des relations ajustées avec les autres. Il ne va pas chercher l'amour qu'il n'a pas eu de ses parents auprès de tous les mecs du collège ou du lycée. Regardez-moi, regardez-moi quand je suis une fille parce que mon père m'a jamais regardée. Et donc, du coup, je vais avoir des comportements qui sont hyper sexualisés, qui vont être irrespectueux de moi parce qu'en fait, je cherche l'amour de mon père que j'ai jamais eu ou l'amour de ma mère que je n'ai jamais eu. Vous voyez, on est mieux si un enfant il est bien dans sa peau, il va avoir une vie sexuelle qui va être belle, il va avoir une vie amoureuse qui va être belle. Moi, je suis vraiment pour comment dire, renforcer les enfants de l'intérieur. Pas mettre des protections extérieures, genre je vais faire tout pour que jamais ils aient des difficultés, etc. C'est comment à l'intérieur on les renforce pour qu'ils soient bien dans leur basket, bien dans leur corps. Et vous allez voir que le reste va suivre de façon fluide. C'est ça le plus important. Et je dis souvent ça, mais ça me semble important de le rappeler. Ce qui est très, très particulier pour nous, parents, c'est que l'amour d'un parent vis-à-vis de son enfant, c'est aimer son enfant pour qu'il nous quitte, pour qu'il parte, pour qu'il dégage de la maison le plus vite possible. N'oubliez jamais que c'est notre objectif de parents, c'est que nos enfants dégagent de chez nous rapidement. S'ils restent éternellement, il y a un problème, d'accord? Donc, on aime nos enfants pour qu'ils se barrent, pour qu'ils nous quittent, pour qu'ils aillent construire leur vie, qu'ils aillent s'attacher à quelqu'un d'autre, un autre homme, une autre femme et construire leur famille. Il faut qu'ils nous quittent. C'est quand même un amour très, très spécial, ça. Et bien voilà, c'est ça notre job. On aime notre enfant pour le renforcer intérieurement, pour qu'il soit capable de partir
et d'avoir sa vie d'amour, d'avoir sa vie sexuelle en dehors, etc. Donc voilà, c'est un peu des bases, ça, Priscille, quand je le dis, mais c'est pour dire que quand on dit comment parler d'amour et de sexualité à son enfant, il ne faut pas se tromper de combat. Hein. C'est pas dans la checklist, il y a plein de choses à faire. Ah oui, il faut aussi ne pas oublier de lui parler de sexualité, aimer son enfant. Je me permets juste de rebondir quand tu parlais tu disais les filles des fois qui ont un comportement hyper sexualisé très tôt parce qu'elles cherchent le regard. Est-ce que du coup, pour les mamans qui ont un enfant, qui ont observé un enfant dans cet état-là, peut-être au lieu de dire ne t'habille pas comme ça ou ne te comporte pas comme ça, qui est un truc extérieur, l'idée, ce serait de renforcer à quel point elles sont aimées. Comme tu disais qu'elles cherchaient le regard de papa, peut-être que le papa renforce à quel point il les aime et que tout seul, finalement, le comportement, ce côté hyper sexualisé je sais pas, ça va partir tout seul, quoi. Ouais, vraiment. En fait, il y a deux grands rendez-vous par rapport à ça, la reconnaissance. Vous savez, si vous êtes parent de petites filles d'à peu près 4, 5, 6 ans, elle s'habille toujours en princesse, elle va peut-être se déguiser, etc. Qu'est-ce qu'elle cherche quand elle déboule dans le salon, déguisée en princesse de, je sais pas quoi maintenant, Reine des Neiges, etc. Elle cherche quoi? Elle veut un truc, votre petite fille de 4, 5 ans, que son papa lève les yeux de son iPhone, arrête de regarder son écran, la regarde et lui dise oh, ma chérie, mais comme tu es belle, mais tous les princes des alentours vont se battre pour te conquérir, tu es magnifique, tu mérites qu'on se batte pour toi, incroyable. Elle attend que son père lui dise ma chérie, tu as de la valeur, tu es unique au monde et tu mérites qu'on t'aime, mais qu'on t'aime bien, qu'on se batte pour toi. C'est le message que la petite fille a besoin d'entendre à ce moment-là. Au même moment, les garçons déboulent en Spider-Man ou en je sais quoi, en Batman, je sais pas comment font vos enfants. Moi, les miens sont grands, donc je suis plus très à la mode des petits aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il attend quand il déboule en Spider-Man dans le salon? Que son père lui dise waouh, t'es trop fort. Avec toi, on va aller sauver le monde. On va aller faire la guerre contre ces méchants pour protéger les gentils ou je ne sais quoi. Bref, et de jouer avec lui et lui dire, tu sais, mon fils, t'as de la valeur. T'es unique au monde. T'es aimable et tu as un rôle à jouer sur cette terre. L'enfant, il a besoin à ce moment-là de avoir le regard du père, particulièrement où le père, quand je dis ça, ça peut être son père biologique, mais ça peut être aussi un oncle qui joue ce rôle-là, ça peut être aussi un parrain, ça peut être un grand-père, bref, une figure autre que la mère qui va confirmer son enfant qu'il est super aimable et qu'il est capable aussi voilà, d'être aimé. Quoi. Tu es aimable. Ça, c'est un moment hyper important. Et surtout le papa. Oui, surtout le papa. Parce que la maman, c'est pas le même rôle en fait entre les deux. La maman, elle a un rapport plus, on va dire, fusionnel avec son enfant, hein, parce que c'est un peu comme un prolongement d'elle-même, etc. C'est pas tout à fait le même rapport. Le père, il est plus extérieur, il vient plus confirmer ça. Quand je dis père, de nouveau, hein, ça peut être une personne qui joue ce rôle de père dans la vie de l'enfant. Hein. C'est pas spécialement le père biologique, pas d'inquiétude à ce niveau-là, mais quand même une figure extérieure. C'est pas la mère qui va tout de suite faire ça. Qui va confirmer l'enfant que vraiment, il mérite d'être aimé. Et ça se rejoue à l'adolescence. La grande question existentielle de la fille à 15 ans, 14, 15, 16 ans, c'est est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis belle? Mais derrière ça, nous, parents, on peut dire oh là là, ma fille est superficielle, elle pense qu'à ça, mais nanana. Mais en fait, c'est pas superficiel, c'est une question hyper importante. Derrière le est-ce que je suis belle, la question de votre fille, c'est est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis aimable? C'est ça la question derrière. Alors, au lieu de dénigrer ses comportements où elle se fait un peu coquette, où elle essaie d'être belle, c'est justement lui dire waouh, comme tu es belle, tu as une belle valeur, ma fille. De pouvoir le dire, le père aussi peut le dire, sans en rajouter des tonnes dans un sens ou dans un autre, hein, mais avoir une parole de dire waouh, tu es une belle personne, tu mérites d'être aimée. Et quand les garçons, la grande question existentielle à 15 ans, c'est pareil, hein, c'est est-ce que je suis fort? Est-ce que je suis capable? C'est pour ça que je vais avoir mes expériences, etc. Je vais faire un peu le kéké, je vais boire à outrance, je vais sortir avec les filles, je vais machin, bref, je vais faire un peu des défis. Qu'est-ce qu'il veut le garçon? Il veut la même chose que la fille, hein. C'est juste que ça se manifeste un peu différemment parfois. C'est de dire est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis quelqu'un d'aimable? La grande question existentielle de l'enfant et de l'adolescent, c'est est-ce que je suis aimable? Et il va essayer de mettre plein de stratégies pour répondre à cette question. Et si nous, en tant que parents, on arrive à les regarder dans les yeux et lui dire oh, comme tu es une belle personne, tu sais que tu es aimable. Est-ce que tu sais que je t'aime? Et je le dire de différentes façons, comme on parlait des langages de l'amour là tout à l'heure.
Mais c'est bon là, vous l'avez équipé votre gamin, il peut partir à la vie adulte et vivre une belle vie amoureuse, relationnelle et sexuelle. Donc c'est ça dont il a besoin et c'est ça que nous on doit lui apporter en tant que parents. Et de comprendre que par rapport à toutes ces attitudes, c'est la seule chose qui l'obsède l'enfant. Est-ce que je suis aimable? Et normalement, je dis bien normalement, à l'âge adulte, tu as répondu à cette question. Tu sais que tu es aimable. Donc, tu arrêtes de chercher le regard en permanence et tu arrêtes de jouer les gros durs avec ta super bagnole et ton je sais pas quoi et de faire un peu le kéké. Tu n'as plus besoin de faire le kéké, tu n'as plus besoin de faire la midinette avec tous les mecs qui passent parce que tu sais que tu es aimable. C'est ça la différence entre un enfant et un adulte. L'enfant, il se dit, est-ce que je suis aimable? L'adulte, il sait qu'il est aimable. Et donc, du coup, il va calmer les choses et il va pouvoir être dans une relation à aimer les autres pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils apportent. Bref, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, en fait, j'allais te dire, est-ce qu'il y a un moment où on le sait suffisamment? J'ai l'impression que même adulte, on est quand même en train de chercher. Ouais, mais est-ce que Priscille, il n'y a pas un sujet de génération? C'est-à-dire que nous, adultes, la majorité d'entre nous, nos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Avec ce qu'ils savaient. Mais ce qu'ils savaient à l'époque, mais quand même, on est très nombreux à pas nous être sentis très, très aimés de nos parents. Et je pense quand même que nos enfants, et ben parce que justement, on part des lives comme ce qu'on fait ce soir, parce qu'il y a beaucoup de sensibilisation, il y a beaucoup de formation, etc. Je pense quand même qu'on les équipe autrement. Et donc, s'il y a autant d'adultes qui sont encore empêtrés dans ce questionnement narcissique, est-ce que je suis aimable? Et qui se comportent comme des ados alors qu'ils sont adultes, hein, ils ont des vies d'adultes, des corps d'adultes, des métiers d'adultes, des voitures d'adultes. Mais intérieurement, ils sont comme des gamins, comme des ados. On appelle ça les adolescents d'ailleurs, ça c'est un mot. C'est parce que souvent on a manqué du regard d'un père, on a manqué de l'amour d'une mère, on a manqué quand on était enfant. Et du coup, on a eu un peu handicapé à l'âge adulte. Donc, c'est aussi pour cette raison. Mais normalement, il y a un moment où voilà, on répond à cette question, puis on peut passer à autre chose. Attends, parce que là, on s'embarque sur plein de choses, mais est-ce que ça te va, Priscille? Dis-moi un petit peu. Oui, tu sais, moi, j'avais quand même une petite idée de ça quand mes enfants étaient tout petits. J'ai une amie qui m'avait dit avant qu'ils te posent les questions, pose-toi toi les questions. Parce que tu ne veux pas donner une réponse parce qu'elle sonne bien. Tu veux donner une réponse parce que toi-même, c'est la réponse que tu as trouvée pour ta propre vie. Donc, quand tu dis on ne va pas donner une réponse, un discours sur la sexualité, il faut d'abord savoir qu'est-ce que moi, je crois profondément. Est-ce que moi-même, je me suis posé la question profondément? Est-ce que moi-même, je suis en paix avec ce que je crois de ce domaine pour après transmettre? Donc, moi, tout ce que tu as dit, ça me parle énormément et je le vois au quotidien. Et ce qui est marrant même, c'est qu'il y a d'autres enfants qui sont... Tu sais, quand tes enfants grandissent, tu invites tout le temps des amis à la maison. Et j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui osent venir poser les questions parce qu'ils savent que ça ne va pas être des questions qui vont me faire peur, tu vois. Il y a peut-être d'autres domaines, mais celui-là, non. Et ça, c'est ça qui est génial. Aussi, vous pouvez le voir comme une bonne nouvelle, le fait d'avoir des enfants. Je trouve que nos enfants nous invitent à grandir intérieurement sur les questions qui sont parfois aussi un peu difficiles ou des sujets qui sont un peu compliqués dans notre vie. Ça veut dire que, par exemple, dans la question d'amour et de sexualité, par leur questionnement ou par leur évolution, eh ben, ça va aussi nous renvoyer à nous-mêmes. Et peut-être c'est une opportunité de croissance pour nous, pour arriver à débloquer ce qui est encore coincé dans notre rapport à la sexualité, ce qui est encore pas ajusté. Par exemple, une question importante qui va arriver, c'est quand vos enfants, vous voyez, qu'ils commencent à se masturber. Les tout petits, les petits garçons, les petites filles, il y a un truc qu'il ne faut pas leur apprendre, c'est comment avoir du plaisir. Ça, ils découvrent très bien tout seuls. Il faut leur découvrir du corps, là, ils mettent leurs mains partout, puis un jour, ils découvrent qu'en touchant d'une certaine façon les zones érogènes, ils peuvent avoir du plaisir, et là, ils le découvrent. Quand tu vois ton enfant qui fait ses découvertes, qui explore son corps, comment toi, tu réagis? Est-ce que tu lui tapes sur la main en disant c'est dégoûtant ce que tu fais, t'as pas le droit et c'est sale ou quoi? Est-ce que tu le punis? Est-ce que tu le laisses faire complètement parce que tu dis bon il fait ce qu'il veut? Quel est ton rapport en fait au plaisir sexuel, à l'exploration du corps et même toi aussi ton rapport à ton propre plaisir et ton rapport à la masturbation même toi en tant que femme? Et c'est vrai que c'est assez confrontant, mais c'est intéressant de s'interroger soi-même sur son rapport au plaisir. Et par rapport à ça, on va projeter, par exemple, beaucoup de choses de soi sur l'autre.
et sur son enfant. Et on va le faire porter notre propre, comment dire, notre propre rapport à la sexualité par rapport à notre réaction. Alors, petite suggestion pour ce problème-là très pratique, enfin cette question pratique, c'est pas un problème, c'est que c'est tout à fait normal que les enfants explorent leur corps, c'est tout à fait normal qu'ils découvrent qu'ils peuvent se donner du plaisir sexuel. Et j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Là-dessus, vous pouvez leur dire, oh, bah, tu as découvert que ton corps, il est merveilleux. Il est merveilleux parce qu'il peut te donner beaucoup de plaisir. C'est trop bien, c'est trop chouette ce corps. D'abord, c'est génial cette histoire de plaisir. Maintenant, c'est que quand ils sont tout petits, vous allez apprendre qu'il y a des lieux pour. Donc c'est comme, mais alors là pour le coup, soyons simples et pragmatiques, c'est comme l'histoire de mettre son doigt dans son nez, d'accord? Je suis désolée de dire ça, mais on apprend très vite à son enfant qu'on ne met pas son doigt dans son nez à table ou devant des gens. C'est quelque chose qu'on peut faire dans sa chambre. Voilà. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des explorations du corps qu'on ne fait pas devant les autres. Vous pouvez être simple, pas faire des grands discours sur la sexualité. Et après, un peu plus grand, de pouvoir aussi expliquer que tiens, cette découverte du plaisir, c'est qu'est-ce que j'en fais? Le problème, souvent par rapport à la masturbation, c'est quand l'enfant découvre qu'il y a un moyen de se donner du plaisir et que dès qu'il se sent angoissé, stressé, qu'il s'ennuie, qu'il est nerveux, qu'il est triste, qu'il est en colère, bref, qu'il a des émotions désagréables, il va utiliser ce plaisir sexuel pour évacuer son émotion désagréable. Évidemment que ça ne va rien résoudre de la cause de son ennui, de sa tristesse, de sa frustration, etc. Donc, ça va juste déplacer le problème. Donc, si vous voyez un enfant qui a souvent recours à la masturbation, vous voyez bien qu'il s'enferme là-dedans, prenez le temps d'écouter et d'essayer de comprendre où se trouve peut-être le mal-être émotionnel qui fait qu'il a recours à la masturbation de façon, on va dire, compulsive, c'est-à-dire pas juste dans une exploration joyeuse, mais pour évacuer une émotion désagréable. Ouais. D'accord. Ça peut arriver. Là encore récemment, on va parler d'un cas aussi d'une petite fille qui régulièrement se masturbait. Et en fait, derrière, c'est une petite fille qui est très angoissée. Donc, le recours à la masturbation, c'est pour évacuer l'angoisse. Et là aussi, ce serait une erreur de se dire, oh, les enfants font ce qu'ils veulent, vivent la masturbation, il n'y a pas de problème, etc. Ben non, en fait, ça peut être un problème si c'est fait pour évacuer des émotions désagréables. Parce que finalement, on ne résout rien. Et l'enfant reste avec ses émotions désagréables. Donc, c'est un peu, voilà, peut-être un symptôme d'un truc plus problématique qu'il faut pouvoir résoudre et accompagner. Oui, donc, comme un enfant, tout comme, je sais pas, qui mangerait un paquet de gâteaux entiers pour se calmer, quoi. Au final, on se dirait que ça va pas forcément lui faire du bien, même si sur le moment ça fait du bien, à long terme ça fait pas du bien. C'est exactement la même chose. Vraiment, soyez simple par rapport aux questions sexuelles et par rapport à la masturbation. L'exemple que tu donnes, c'est exactement ça, Priscille. En fait, c'est comme le rapport à la nourriture. Vous verrez un enfant qui a un rapport compulsif à la nourriture, vous dites, il y a un truc. C'est un état émotionnel qui fait qu'il y a des tensions, qu'il y a des pulsions et que pour les évacuer, on va avoir ce plaisir-là de consommer ou le plaisir sexuel. Mais donc, le problème n'est pas sexuel. Le problème n'est pas sexuel. Le problème, il est émotionnel. Donc, il faut arriver à trouver la vraie cause. Ouais. Trop bien. Ok. C'est super tout ça. Il y a trop de trucs à raconter. Est-ce que moi, j'en profite, je fais une petite parenthèse. Ouais. Toi, tu as plein de masterclass sur tous ces sujets-là. Si quelqu'un veut creuser un sujet, on est d'accord qu'il peut te contacter et voilà. Je sais que voilà. Il y a plein, là, on parcourt un peu vite, trop vite, pardon, un peu des sujets qui mériteraient d'être creusés. Donc, il y a des livres, évidemment. Et puis, il y a aussi beaucoup de conférences que vous trouvez en ligne sur mon site internet, thereseargot.com. Et là, il y a plein de conférences sur des sujets très précis. Et là, on aborde des sujets de manière un peu plus, super. Plus en profondeur. Voilà, que ce soit. Super. Est-ce que tu as eu d'autres questions? On m'a posé aussi des questions par rapport au cododo. Ok. Et peut-être ça nous permettrait la petite bascule, Priscille, vers le désir sexuel et quand on devient parent. Okay. Évidemment que c'est intéressant quand l'enfant naît d'avoir cette proximité physique, d'être tout proche de son bébé. On a besoin, sinon en tant que maman, d'être très fusionnel avec son petit. Il y a quelque chose de très doux, de très bon, de prolonger un peu cet état de fusion. Ce qui va être important, c'est d'arriver à sentir quand est-ce que c'est le bon moment pour sortir de cette fusion. En gros, la fusion, elle est nécessaire pour l'enfant parce qu'elle va vraiment lui permettre de se sentir, vraiment aimé, exister. Donc, il y a quelque chose de bon. Pour nous aussi, en tant que femmes qui mettons au monde notre enfant, elle est nécessaire. Mais si elle dure, elle est destructrice. La fusion amène toujours la destruction. D'accord ? Donc, la fusion est bonne dans un temps, mais il faut à un moment en sortir. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un conjoint, de ne pas avoir un enfant seul. C'est vrai que quand on est parent solo, c'est ça qui est très difficile. Et la force quand on est en couple, c'est que tu as l'autre conjoint qui va te dire « Eh oh,
Il est temps de sortir de la fusion. J'existe. D'accord. Donc, sortir de cet état de fusion, ça va être nécessaire. Et donc, le cododo, il peut un peu s'installer, parfois trop s'installer, trop longtemps. Et quand je dis trop, c'est qu'à un moment, on s'installe dans une fusion. Et le problème, c'est que ça va très vite. Pardon. Cette visite. Donc, bref, je disais qu'on s'installe dans cette fusion et finalement, là, à la fois, la mère, elle est comme bouffée par son enfant. Son enfant prend trop de place dans sa vie. Et puis, ça va détruire aussi le lien conjugal. Et là, finalement, la mère va faire plus que un avec son bébé. Et qui va partir et quitter la chambre à coucher? Le papa qui va partir dormir sur le canapé. Et c'est là, c'est le début de la fin. Je pense que le jour où on part sur le canapé à ce moment-là, c'est pas très bon. Je dis ça, mais je mets une petite nuance. Ça peut être très intéressant pour les très jeunes parents de quand même s'accorder des nuits où on ne dort pas ensemble dans la même pièce pour que l'un puisse avoir une nuit complète et pas que les deux aient des nuits incomplètes. Ça, si j'avais un nouveau bébé aujourd'hui, je le ferais, que j'ai pas fait quand j'avais mes 3 enfants. Un nouveau conseil. Non, mais c'est vrai, parce que c'est important parfois d'avoir des bonnes nuits. Donc, même si on s'aime très fort, de se dire, là, à son tour, on a une nuit complète. Ouais. Mais voilà. Mais donc, l'histoire mais ça reste, c'est quelque chose que tu conseilles exceptionnel quand on n'en peut plus, quoi. Voilà. C'est pas une habitude qui C'est pas s'installe. Faut pas une que ça habitude. s'installe, quoi. C'est de se dire, voilà, ça peut être aussi très bien, imaginons que l'un a repris le travail et te dire, voilà, du lundi au jeudi, je n'importe quoi, 4 nuits, tu vas dormir ailleurs parce que pour avoir une bonne nuit complète, après c'est moi. Bon, il faut être cool pour pas être tous les deux épuisés. Ouais. Il y a beaucoup de parents qui sont tous les deux épuisés alors que l'intérêt des deux, c'est d'avoir un petit relais, quoi. Bon, bref, ça c'est le petit conseil au passage. Mais plus généralement, donc l'histoire du cododo, c'est l'histoire de la fusion et de comment est-ce que le couple, enfin comment dire, l'enfant vient pas prendre la place du parent. Et c'est là que ça devient compliqué cette affaire-là. Si dans mon expérience de femme, j'ai pas vraiment eu beaucoup de joie dans l'intimité sexuelle, pas beaucoup de plaisir, pas beaucoup de désir, où j'ai pas pu vraiment expérimenter tout ça. Le bébé est arrivé dans la vie et que là je découvre le plaisir immense d'avoir son bébé contre soi, de la fusion, du maternage, de espèce je sais pas comment vous l'avez dit, mais parfois c'est un truc hyper comblant, comment dire. Et bien tu te dis, c'est bien plus agréable de rester avec mon bébé que de reprendre ma vie sexuelle un peu foireuse avec mon mari. Donc, je préfère rester dans le maternage plutôt que de retrouver ma vie conjugale. Si je n'ai pas fait avant d'avoir ce bébé, l'expérience de la vie conjugale, c'était génial. C'est le cas de beaucoup de personnes qui font pas cette expérience que c'est génial. Donc, alors, on reste avec le bébé. Mais comme on reste dans cette relation fusionnelle avec le bébé, il y a un moment aussi, on va se fatiguer. Parce que l'enfant, il va que nous pomper. Il va pas, lui, nous ressourcer. Celui qui peut nous ressourcer, c'est notre conjoint, justement. Et là, ça rejoint un autre live qu'on avait fait, Priscille, ensemble. Est-ce que la sexualité, c'est un lieu d'épuisement ou un lieu de ressourcement? Et qu'au départ, la sexualité est faite pour être un lieu de ressourcement. C'est mon homme ou c'est dans ma vie conjugale que je retrouve de l'énergie, ça me booste, ça me donne plein d'énergie parce que je me sens aimée, qui me donne la force d'aller me donner après à mon enfant. Et cette triangularité, c'est l'homme qui donne à sa femme, qui donne après à son enfant. Si moi, je suis juste dans mon rapport à mon enfant, je vais m'épuiser. D'où les burn-out, les machins, les dépressions, enfin, les fatigues des femmes. Mais vous êtes fatigué parce que vous n'allez pas à la source vous nourrir. C'est votre homme qui doit vous donner cette énergie. Sauf que parfois, on ne va pas le demander ou on ne va pas le solliciter, on va pas l'organiser parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait sûr que la vie sexuelle avec son conjoint est un lieu de ressourcement. Donc, si c'est aussi un lieu d'épuisement, bah, tu dis, je ne vais pas reprendre. Donc, il y a des fuites après. J'ai des douleurs, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Pardon? Une fois, j'ai ouvert les yeux sur quelque chose parce que j'avais fait une petite vidéo qui disait en gros, des fois la flemme de faire l'amour, mais après tout, on regrette jamais. J'ai dit ça. J'ai dit on regrette jamais. Et j'ai eu un nombre de messages privés incroyables de gens qui disaient mais si, mais il y a des fois où on regrette. La plupart du temps, on regrette. Et là, Thérèse, je me suis dit mais mince, il y a des gens pour qui c'est même pas, il faut se pousser un peu et ce sera génial. C'est-à-dire que même si tu fais cet effort, ça n'est pas génial. Et là, je voulais te poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas génial? Donc, quand ça ressource pas, ça ne ressource pas. Tu vois, bah déjà, comprendre que c'est pas normal que ce soit pas génial. Parce que notre corps, notre être, il est fait pour avoir de la joie dans la communion. On est fait pour ça. Tout est organisé dans notre corps pour ça, pour la joie, le plaisir.
Donc, si ça ne vient pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc, pas se dire, bon, bah, c'est comme ça. Moi, c'est pas mon truc. Attendez, vous serez la seule femme sur Terre pour qui vous aurez été fabriqué, vous auriez un défaut de fabrication qui fait que vous n'aurez pas de plaisir. Mais c'est atroce cette idée. Bien sûr que non. Vous êtes faite pour être aimée et avoir de la joie dans votre corps. Vous êtes faite pour ça. Donc, partez du principe que si maintenant il y a des difficultés, il y a de la douleur, il y a pas de plaisir, etc., c'est pas normal. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que le corps est en train de dire? Et là, on peut. Alors, pour le coup, là, on ne peut pas faire une généralité. Pour chacune, ça peut être différent. Mais un conseil, ne vous installez pas dans une idée que c'est pas pour vous le sexe. Non, mais vous, en fait, c'est pas votre truc. Vous, non, mais voilà, c'est comme ça, vous n'avez pas de plaisir et puis vous n'aimez pas trop ça. C'est pour les autres. N'importe quoi. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Et comme vous mentez à vous-même, ça vous rassure sur le moment parce que du coup, ça vous engendre moins de peine parce qu'il y a moins de déception. Mais un jour, ça va vous revenir en boomerang parce que c'est faux. Vous êtes faite pour ça. Vous êtes faite pour aimer dans votre corps. Donc, on peut aller consulter dans ces cas-là. On peut aller demander de l'aide en disant je vois bien qu'il y a un truc là qui bloque, mais qu'est-ce que c'est? J'ai du mal à le comprendre. Est-ce que c'est personnel, de par mon histoire, mon rapport à la sexualité, ce que j'ai vécu? Il y a quelque chose qui s'est verrouillé en moi? Est-ce que c'est relationnel, dans la façon dont on est ensemble, qu'il y a quelque chose qui se verrouille? Est-ce que c'est chez lui, qui a un véritable problème qui fait que je ne peux pas être bien? Bon, bah, il faut un petit peu prendre le temps d'analyser ça, mais surtout, 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 ne jamais se faire croire que le sexe, c'est pas mon truc. Ouais. Bien sûr que non, c'est votre truc. Vous êtes une femme, vous êtes faite pour la joie. Vous êtes faite pour la joie. Donc, si c'est pas là, bah, on essaie de comprendre pourquoi. Et c'est surtout l'idée du verrou. C'est que c'est à un moment, ça s'est bloqué. Alors, on débloque, on dénoue. Et on peut débloquer, hein. Mais pour ça, il faut s'ouvrir à quelqu'un et parler. Pas rester seul avec ça. Se dire, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et quand tu dis parler à quelqu'un, moi j'imagine que c'est parler au conjoint déjà. Mais Oui. tu penses à des professionnels, Ouais, comme ce que toi tu fais, ou ouais. un médecin, même un généraliste. Carrément, vous en parlez à quelqu'un, ça peut être d'abord, vous pouvez voir en fonction de votre aisance pour en parler, mais ça peut commencer par votre conjoint évidemment, mais après ça peut être aussi à des amis et puis ça peut être aussi à des professionnels. Les amis vont pouvoir vous écouter et vous dire ouais, fais quelque chose. Allez, motive-toi, on va essayer de te trouver un bon thérapeute ou quoi. Mais après, essayer de voir, en fait, c'est quand même, je pense que quand même, quand il y a de la douleur ou qu'il y a du dégoût ou qu'il y a une réticence par rapport à la sexualité, c'est intéressant de parler avec une tierce personne parce qu'avec un avis extérieur, elle va vous permettre de vous poser des bonnes questions. Quand est-ce que ça s'est noué? Quand est-ce que ça s'est bloqué en vous? Ouais. Par exemple, l'autre jour, j'ai une femme qui vient en consultation et qui me dit je ne désire pas mon homme. Et quand je prends le temps de l'écouter, eh bien, elle a une histoire où ça se passait super bien avant, qu'elle ait des enfants. Et autour de son premier enfant, son mari n'a pas du tout été présent pour elle. Elle s'est sentie complètement délaissée. Elle avait des douleurs parce que l'accouchement s'est pas bien passé. Donc, elle était meurtrie dans son corps. Donc, elle a vécu une expérience dans son corps douloureuse et relationnellement qui s'est pas bien passée. En fait, elle est en colère contre son mari. Elle lui en veut à mort de cette histoire-là. C'est quand même... Et bien, comme elle a toutes ces couches d'émotions désagréables vis-à-vis de son mari, elle est incapable de ressentir du désir pour lui parce qu'elle a du ressentiment. Et bien, dans ces cas-là, on évacue les émotions désagréables, on en parle et on les traite et on les répare. Le lien, quand il est abîmé, on va se réconcilier ou faire quelque chose, vous voyez. Donc là, typiquement, l'absence de désir, c'est pas que elle serait une femme qui n'aurait pas de désir sexuel. Je lui dis ça n'existe pas, j'y crois pas. Mais par contre, c'est carrément ça s'est bloqué en elle parce qu'elle a des émotions tellement désagréables vis-à-vis de son mari qu'elle est incapable de ressentir du désir pour lui. Vous voyez. Donc ça vaut la peine d'aller un petit peu creuser parfois derrière tout ça. Ouais. Ça te parle? Oui, bien sûr, parce que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on a l'habitude de je suis fatiguée ou on vient de s'accrocher ou bien j'ai trop de trucs à penser. Des fois, c'est vraiment un truc, si tu n'as pas quelqu'un pour te mettre le doigt dessus, toi-même, tu ne te rends pas compte. Ouais. Et puis, en plus de ça, n'oubliez pas, si vous êtes des jeunes parents, que la grossesse, l'accouchement, etc., vient quand même abîmer le corps aussi d'une certaine façon. Et donc, dans son corps, on se sent quand même moins bien. Quand on ne se sent pas très belle, quand on ne se sent pas très désirable, et bien, on a moins de désir. Donc, là aussi, c'est un impact quand on se sent sexy, quand on se sent belle, quand on a pris soin de soi, on a plus de désir sexuel en général. Donc, le regard qu'on porte sur soi
il va aussi évoluer, il va changer pendant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, etc. Et puis postpartum. Et donc, ça a un impact direct au niveau du désir sexuel. Dans ces cas-là, déjà de le savoir, c'est déjà un peu rassurant. Et puis de se dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me ressentir femme, me ressentir désirable. Pour moi-même, hein. Et chacune, on a nos petits trucs à nous où on se sent bien. Parfois, c'est juste se racheter une jolie lingerie, mais juste pour soi, en fait. Juste se dire, ah, je me retrouve une lingerie qui me plaît après avoir allaité pendant plusieurs mois et d'avoir un truc que je trouvais moche. J'en sais rien. Ça peut être des petits trucs tout bêtes comme ça, mais qui font que ça relance une dynamique. Et puis aussi, le plus important, c'est aussi dans la relation avec son homme de prendre le temps de réérotiser ce corps. Prendre le temps d'être caressé, d'être embrassé, d'être massé pour que le corps puisse réenregistrer que c'est bon d'être touché, qu'il n'y a rien à craindre, que je n'ai pas à avoir de douleur. Ouais. Donc, réapprivoiser son nouveau corps, ça, c'est aussi important parce que son corps de femme a tellement été meurtri avec la maternité qu'il faut prendre le temps de le réapprivoiser, de le réérotiser, quoi. Mais de se sentir de nouveau hyper désirable et hyper sexy, c'est quand même important, mais de prendre le temps qu'il faut pour. Parce que quand tu te sens sexy, tu as du désir. Quand tu ne te sens pas sexy, t'as pas de désir. Donc, ça sonne un peu narcissique quand je le dis comme ça, hein, mais il y a un peu de ça dans la sexualité féminine aussi. Et c'est important de le savoir. J'espère que ça vous choque pas trop quand je dis ça, mais voilà. Mais après, franchement, il y a tellement de trucs choquants de partout sur la sexualité. Alors, je préfère que tu nous choques et que ça nous aide plutôt que tout ce qui choque et qui n'aide pas, tu vois. Non, mais en fait, c'est vrai que moi, je suis plutôt comme du genre à dire c'est hyper beau ce temps où on est vraiment en fusion avec son enfant, c'est magnifique. Mais il y a un moment quand même de se ressentir femme, ça va être important. Il faut vraiment sortir de cet état-là. Après, à chacune à sentir le bon moment. Mais je reprends ma vie de femme en main. Parce que si je reste trop dans ce côté maman, je vais m'oublier, je vais me perdre et je vais flinguer ma vie sexuelle et je vais flinguer ma vie conjugale. Et ça, c'est trop dommage parce que finalement, ça va abîmer aussi, ça va avoir des conséquences en chaîne, quoi, sur peut-être aussi sur votre famille, etc. Et puis aussi de se dire, l'homme, il compte aussi. Voilà, il n'y a pas que le bébé. Je trouve que c'est important de prendre en considération l'homme. Et quand il dit, ah, je trouve que c'est un peu long là, j'aimerais retrouver un peu ma femme, à écouter. Et pas l'envoyer balader comme ça aussi. Il vient nous rappeler qu'on n'est pas que mère. Mais ça, c'est un truc... C'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais plus si tu me l'as dit quand on s'est vu ou si tu l'as dit dans le live, mais on a l'impression que souvent, c'est l'homme qui veut reprendre une vie sexuelle après un enfant. Et toi, tu avais dit, mais c'est la femme qui en a besoin. Faut pas qu'on s'imagine, allez, le mec en a besoin. Tu as dit, non, mais la femme en a besoin. C'est là qu'elle va se sentir aimée, qu'elle va recevoir l'énergie dont elle a besoin pour toute sa famille. Ouais, je pense que c'est important de revoir les choses autrement. Faites-le pour vous, pour vous ressentir, pour vous sentir bien, par une super énergie. Ouais. T'as tout dit. Je me note tout en même temps. Donc, en fait, il y a aussi une autre question qu'on m'avait posée, c'est comment se préparer à la parentalité quand on est jeune parent. Je pense que ce qui est important, c'est de remettre l'enfant dans un contexte, dans une relation. Il ne sort pas de nulle part, l'enfant. Il vient d'abord d'un couple. Un jour, j'avais fait un post comme ça, quand j'étais jeune maman, tu vois, je recevais mes couches parce que je me faisais livrer des couches. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai juste couché avec un homme. Ok, on a couché ensemble, c'était canon. Et là, je me retrouve à passer ma vie dans les couches. Ne jamais oublier que si vous êtes dans les couches, c'est parce que vous avez couché avec un homme et que vous avez eu une relation sexuelle avec lui, qu'à l'origine, il y a eu cet acte sexuel. Pourquoi je dis ça? C'est de jamais oublier de perdre de vue que c'était d'abord ça qui était premier. C'est pas l'enfant qui est premier. C'est le couple qui est premier. Et le couple, l'enfant, c'est le fruit de l'amour. C'est le fruit de cette relation. C'est la conséquence, mais ce n'est pas le but. Et ça peut nous aider aussi à resituer l'enfant par rapport à la relation conjugale. Il y a d'abord un couple, peu importe le temps qu'on est passé ensemble, mais d'abord une relation. Et de cette relation est né l'enfant. Et donc, elle est première, cette relation, d'un point de vue chronologique. Bien sûr que quand l'enfant est petit, on accorde plus de temps à son bébé qu'à son conjoint. C'est normal. Mais dans son cœur, comment est-ce qu'elle reste première, cette relation conjugale? Parce que si à un coup, la relation de l'enfant, elle devient première et qu'on est marié à son gamin, on est marié à son enfant et on en oublie, son conjoint, il y a quelque chose de désordonné et qui va se retourner d'ailleurs contre nous, hein, parce que finalement, on va se retrouver seul, parce que n'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure, les enfants, un jour, ils nous quittent. Ils partent. Donc, n'oubliez pas que les enfants partent. Et ils partent très, très vite. Donc, on n'est pas marié à ses enfants. Non, je veux dire, quand je dis marié, vous comprenez qu'on n'est pas lié éternellement. On est d'abord lié à son conjoint. Donc, dans l'ordre des priorités, c'est le couple et l'enfant vient après en conséquence.
dans la priorité de cœur. Ouais. D'accord. Alors, même si c'est un amour différent, bien sûr qu'on aime son enfant de façon inconditionnelle, alors que son conjoint pas du tout. Hein, on l'aime de façon conditionnelle. Donc, ça, c'est normal que ce soit différent. Mais quand même, voilà, d'avoir ça dans la tête. C'est d'abord la relation conjugale et l'enfant. Et donc, c'est d'abord là que je me ressource pour être auprès de l'enfant. Ouais. Voilà. Il faut arriver à voir les choses comme ça. Je sais pas, en tout cas, c'est une proposition. Ouais. Mais c'est pour permettre que la relation puisse continuer à exister avec l'enfant. Mais attention, parce qu'on a une tendance, et nous particulièrement les femmes, à être méga fusionnelles avec notre enfant. Et donc, du coup, d'oublier cette première relation qui est celle du couple. Parce que c'est plus agréable, plus satisfaisant la relation avec son enfant que parfois avec son conjoint. Parce que le conjoint, c'est l'altérité, quoi. Voilà, on se confronte à un adulte. Et on est face à l'altérité. Et parfois, cette altérité, elle est difficile à vivre. Donc, c'est plus facile de rester, d'être maman que d'être femme. Quand je dis ça, j'espère que vous comprenez quand je le dis. Mais l'idée parfois, on y trouve un plus grand confort à être maman. Ouais. Waouh. Purée. Non, c'est toujours un peu difficile de parler comme ça devant son. C'est horrible de parler comme ça devant son ordinateur. En plus, je tiens mon portable d'une main. Mais je te promets qu'il y a trop de personnes qui vont être aidées. Je sais que c'est bizarre, mais ouais, c'est toujours bizarre. Au final, sortez toute mon envie de vous accompagner dans cette période-là. Mais peut-être pour conclure, de se dire que comment est-ce que dans sa propre vie, on remet l'amour au centre de sa vie, mais aussi l'amour, je veux dire, de couple. Et puis, ça va découler par rapport aux enfants. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes bien avec vous-même, si vous aimez votre conjoint, ça va aller avec votre enfant. Il va ressentir ça. Oui, c'est vraiment une histoire d'amour et c'est pas une histoire de grands discours, etc. Sortez de cette pression-là. Moi, je peux pas supporter cette pression de se dire que en tant que parent, il y a des choses qu'on doit faire, on doit parler de sexualité à ses enfants. Non. Aimez vos enfants, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout. C'est la seule chose. Et franchement, moi, je vois, parce que je passe ma vie dans les lycées, dans les collèges et lycées, je fais beaucoup d'éducation affective et sexuelle. Les enfants, beaucoup sont quand même en souffrance, faut le dire. Beaucoup sont en souffrance. Mais parce qu'ils se sentent pas aimés de leurs parents. C'est tout. C'est qu'on n'a pas fait bien notre job et qui sont. Et donc, en fait, les souffrances des enfants, c'est pas qu'ils ont des problèmes avec la sexualité, c'est que ils ont un truc fragile en eux. Ouais. Ils ont manqué d'amour. Ouais. C'est tout. Alors, du coup, pour répondre à tous leurs défis par rapport à la vie amoureuse, sexuelle, relationnelle, nous, c'est de les aimer, de leur donner ces socles-là d'amour. C'est génial. Génial. Mille choses à dire encore, mais oui, j'allais dire on va s'arrêter. Si vous avez écouté les lives et que vous avez des questions, vous pouvez écrire à Thérèse en privé et puis bien sûr. Voilà. Je donne beaucoup ces conférences sur ces sujets-là. Là, on l'a fait rapidement en live. N'hésitez pas. Donc, il y a des choses, il y a des ressources sur mon site. Il y a aussi des livres que j'écris sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à creuser tous ces points-là, parce que on les survole, mais il y a beaucoup d'autres choses. Ouais. C'est ça qui est formidable à notre époque. Je trouve qu'on a beaucoup de ressources. Ouais. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Oui, j'ai l'impression qu'on parle de certains sujets plus facilement que l'âge ou les générations d'avant. Ouais. Il y a un sujet dont je parle beaucoup, on n'en a pas parlé ce soir, ça ne sert à rien parce que j'en ai parlé énormément, vous trouverez pas mal de ressources sur la question de la pornographie et les enfants. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir toutes ces ressources qui existent sur ce sujet parce que ça reste aussi un vrai défi. Mais peut-être pour aujourd'hui, c'est ce qui me venait un peu en vous partageant tout ça, c'est de revenir sur comment est-ce que nous on vit l'amour, vraiment, et notre sexualité. Et c'est là qu'il va avoir une influence sur l'enfant. Ouais, c'est super. Super. C'est challengeant, mais c'est intéressant. C'est tout l'intérêt des enfants, c'est qu'ils nous challengent et qu'ils nous font grandir. Donc, grave. C'est ça, franchement. C'est ça qui est trop bien. Tu sais, Thérèse, à chaque fois que je fais un live, je propose que chaque personne qui commente le live puisse participer à un concours et gagner quelque chose. Est-ce que tu aimerais offrir quelque chose que toi tu proposes? Sinon, moi j'ai une petite boîte avec des petits cadeaux d'avance. Si vous voulez, moi je peux vous offrir justement une compilation de toutes des conférences sur l'amour et la sexualité que j'ai pu donner, qui sont disponibles sur mon site. Et ça, je pourrais l'offrir, par exemple. Ok, super. Donc on fait ça. Si vous voulez participer, vous commentez le live avec n'importe quoi, un pouce, ce que vous voulez. Et puis demain, je ferai le tirage au sort et j'enverrai à Thérèse le nom de la personne qui a gagné. Bon. Merci Priscille pour ce que tu fais.
Ah, merci à Merci toi. pour cet échange et mettre tout ça en valeur. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était des vraies pépites. On a besoin de ce que tu fais. Bye, à la Bye prochaine. bye, bonne soirée. Au revoir tout le Au monde. revoir. Passez une bonne Merci. soirée, une bonne nuit pour ceux qui ont regardé le replay Ouais. à minuit. Et puis aussi, n'hésitez pas, donc il y avait l'autre live qu'on a fait ensemble où on a abordé plein d'autres questions. Donc c'est aussi complémentaire. Ah, c'est une bonne idée. Je vais remettre le lien dans ma story. Je vais le retrouver, je vais mettre le lien. Ouais, ça, ce serait pas mal. Parce que du coup, j'ai pas redit des choses que j'avais dites la dernière fois, donc ça peut être pas mal. Je vais faire ça. Bon, merci Priscille en tout Bye. cas. Bonne soirée. Salut, Bonne soirée. bye bye, au revoir.